Bienvenue à Sport 9 Laval, votre émission sportive. Il me fait plaisir de vous accueillir pour une autre saison. Michel Hogg, votre animateur. Et j'ai avec moi une équipe d'experts qui suivra et animera des discussions sur différents thèmes sportifs. J'ai Thierry, physiothérapeute, Maryse, préparateur physique, et Anne-Marie, nutritionniste. Donc, par des discussions, par des échanges, il nous fera plaisir de vous parler de nouvelles réalités sportives avec aussi des rencontres d'athlètes sportifs lavallois. Alors, on se trouve avec Catherine, membre de l'équipe junior de handball ici avec le club handball Laval. Catherine, tu as commencé à jouer au handball, tu avais quel âge? J'avais 8 ans. J'ai commencé au primaire, dans le fond. C'est à partir de mon frère qui a commencé avant moi. Puis j'allais voir ses games. C'était justement ici à l'école que je m'entraîne. Puis lui, dans le fond, il a arrêté de jouer au handball. Puis c'est moi qui ai pris la relève. Là. C'est toi qui as pris la relève au niveau de la famille. Là, tu joues depuis que tu as 8 ans, donc un total de combien d'années? 12 ans. 12 ans. Est-ce que la progression s'est fait quand même assez facilement? C'est quoi la progression normale pour une athlète en handball? Progression, les divers niveaux? Oui, exactement, au niveau des divers niveaux peut-être. Là. Dans le fond, on commence Benjamin. Ça, c'est directement après le primaire. Ensuite, cadet, juvénile, junior, senior. Présentement, je suis junior. Je suis élite du Québec, donc dans le fond, sur l'équipe du Québec. Je suis également sur l'équipe nationale junior, Team Canada. Donc, à ce moment-là, j'imagine que tu es amené à aller jouer au niveau international. Est-ce que tu as des compétitions internationales? Oui, bien c'est ça. Dans le fond, on commence avec l'équipe du Québec. C'est des tournois en Espagne, en Suède principalement. C'est comme ça, dans le fond, qu'on grandit à travers les tournois internationaux, je dirais. Maintenant, je joue à l'international, mais c'est plus au niveau panaméricain, des tournois qui nous emmènent, dans le fond, vers les championnats du monde ou les Jeux Panam. Là. Donc, le niveau peut-être le plus élevé actuellement sur lequel tu vises, c'est le niveau Panam. Ouais, ben dans le fond, ça serait de faire partie de l'équipe senior pour les Jeux Panam, se qualifier pour les Jeux Panam pour aller aux Jeux olympiques. Donc, ça, c'est quand même un processus qui semble long dans le temps, puis dans les défis. Comment tu fais pour peut-être garder ta motivation à travers tous ces moments-là? Bien, ma motivation, elle vient pas mal de la passion, je dirais. C'est sûr que même en tant qu'étudiante, en tant qu'athlète de haut niveau, j'arrive à tout concilier. Puis ça fait plusieurs années que je le fais aussi. Donc, dans le fond, que ce soit une blessure ou peu importe certaines difficultés, j'ai toujours réussi à surmonter ça. Puis je pense que ça vient vraiment du fait que c'est une passion. Pas nécessairement le fait que je dois travailler pour y arriver parce que ça, c'est pas un effort pour moi, vu que j'aime ça puis que j'en fais depuis longtemps. Là. Et donc, est-ce que tu as un souvenir à quel moment ta passion s'est initiée? Tu parlais peut-être d'avoir vu ton frère. C'est quoi peut-être le plus vieux souvenir que tu as dans ton sport? Qui m'a motivée depuis ce temps-là? Ben c'est sûr qu'au primaire, j'avais une équipe relativement forte, je dirais. On a toujours été les champions, les championnes, je dirais, parce que c'est pas mixte. Puis peut-être que ça part de là, je pourrais dire ça, parce qu'on avait quand même une bonne fiche. J'étais une joueuse qui se démarquait beaucoup. Fait que peut-être qu'en tant qu'enfant, quand on se démarque dans quelque chose, c'est ce qui alimente un peu la passion. Puis j'avais 11 ans. Puis mon entraîneur, qui m'entraîne toujours aujourd'hui, m'a invité à faire partie de l'équipe cadette pour aller jouer à Prague. C'est un niveau plus haut. Puis j'ai accepté, c'est sûr, parce que pour moi, c'est une passion. Puis je pense qu'à partir de là, mes compétitions internationales ont commencé. Puis je suis partie. Puis je dirais que ça a commencé de là. Aujourd'hui, comme premier sujet de discussion, j'aimerais qu'on regarde ensemble l'initiation sportive pour les jeunes. Souvent, les jeunes vont s'impliquer ou vont adopter un sport avec la notion du plaisir beaucoup plus que de la performance. Donc, quelqu'un qui commence à démarrer,
dans son sport, qui s'accroche à son sport. Est-ce que ça a un impact ou est-ce qu'on devrait nécessairement pousser pour la performance dès le début, de votre côté? C'est sûr qu'en partant un jeune, on ne veut pas trop pousser, selon moi. C'est vraiment la passion qu'il faut qu'il embarque en premier. Un jeune qui n'aime pas son sport, oui, il va pouvoir continuer son sport, progresser, mais il va venir un moment où ça ne marchera plus. Il faut avoir l'amour du sport, avoir la passion pour progresser. Sinon, il vient un moment où il y a des décisions à prendre. C'est pas toujours le bon choix qui va être pris. À ce moment-là, ça peut avoir des impacts autant au niveau personnel, social, à l'école, physique. Côté blessure, on va avoir aussi des impacts par rapport à ça au niveau de la progression, de la récupération. Juste dans l'apparition des blessures à un certain point, ça peut avoir un impact s'il n'y a pas l'amour du sport à ce moment-là. Je pense qu'il y a aussi une préoccupation justement au niveau de la progression, de la préparation physique. C'est-à-dire, si j'ai pas le goût de travailler, si j'ai pas le goût de me préparer et que je veux juste performer, souvent on va le voir dans la dynamique entre le jeune qui fait juste vouloir jouer pour les matchs ou faire son sport pour les matchs, puis pas nécessairement se préparer. Donc j'imagine qu'au niveau de la préparation physique, ou même peut-être la diète, la préparation, ça va avoir un jeu à ce moment-là. C'est sûr qu'il faut apprendre à faire des efforts puis à aimer faire des efforts aussi. Il faut aimer le processus de l'entraînement. Il faut apprendre à aimer le jeu, mais aussi aimer se dépasser, faire l'effort. Puis ça, c'est tout un apprentissage à faire avec les jeunes athlètes. Donc, c'est ça. Puis au niveau de la diète, au niveau de... La nutrition, c'est la même chose. Au début, les jeunes qui commencent, ils vont plus ou moins se préoccuper de l'alimentation. Ils vont dire, bon, je vais manger, par exemple, un Big Mac, c'est pas grave. Je vais aller faire mon sport après, mais plus le sport avance, plus ils vont se rendre compte que ça va avoir des effets sur leur corps, que ce soit pour la digestion. Par exemple, un Big Mac, avant d'aller faire de la natation, on peut avoir une crampe et avoir de la difficulté. Donc, c'est ça aussi, ils prennent conscience, puis aussi, ils prennent la notion de faire plaisir au monde en faisant de la cuisine pour leurs amis, mais aussi en apprentissage à la cuisine aussi avec les autres. C'est ça qui est intéressant. Je pense qu'ils doivent prendre conscience au niveau de leur progression que la nutrition devient un élément qui contribue à la performance. Quand on est plus jeune, quand on est juste dans le plaisir, dans le jeu, donc que je prenne en considération ce que je dois manger dans la perspective que mon corps est une machine qui m'amène à performer, tant au niveau de la préparation physique que de la nutrition. Je pense que ça prend quelques temps avant qu'ils réalisent. Oui. On le voit souvent, comme quand on travaille avec les jeunes, ils vont faire ça plus pour le plaisir, puis c'est ça, ils n'auront pas la conscience que ce carburant-là, l'aliment, va être un carburant, puis il va donner telle performance ou tel élément au corps. Mais quand ils commencent à faire plus de sport ou de faire des 10 heures, des 12 heures, là, ils se rendent compte que, si je n'ai pas mangé comme il faut, il va y avoir... je manque de jus. Je manque de jus, c'est ça. Au niveau de... Maryse, au niveau de la préparation physique, tu parlais d'avoir à aimer l'effort. Souvent, on va avoir le jeune qui va vouloir avoir le résultat. Jouer, gagner, non pas. Donc, dans cette dynamique-là aussi, c'est vraiment que prendre en considération qu'il peut y avoir des échecs, qu'il peut y avoir des... Tout à fait, des réussites. Pour que ça donne vraiment un résultat qui est positif, puis évidemment, éviter justement les blessures, parce que l'athlète va vouloir tout le temps viser que la performance, va s'oublier un petit peu aussi là-dedans, puis faire en sorte que va, dans le fond, focusser toujours sur le résultat qui est la médaille ou qui est de gagner le match. Donc, vraiment dans une dynamique de processus, d'apprentissage, autant au niveau sportif qu'au niveau personnel, de mes qualités, de mes forces, de mes limites, dans cette perspective-là. Trois équipes de soccer lavalloises se sont couvertes de médailles à la Coupe du Québec Saputo 3A. La formation de Fabrose chez les filles de 14 ans a remporté les grands honneurs en tir de barrage par la marque de 4-3 contre Lakeshore. Chez les gars de 15 ans, les Étoiles de l'Est ont goûté à l'or par la marque de 3-1 sur Rivière-du-Québec. Le même scénario s'est reproduit chez les Étoiles de l'Est de 16 ans. Les gars ont remporté l'or face à Blainville au compte de 2-1. Soulignons aussi les victoires en soccer des élèves des deux commissions scolaires face aux élus municipaux, dans des matchs où la réussite scolaire était évidemment du menu. Les commissions scolaires de Laval et Sir Wilfrid Laurier l'ont toutes deux emporté par la marque de 9-6.
si on regarde ta préparation physique, justement, je vois que vous êtes en entraînement physique. La semaine type ou une journée type dans ta réalité sportive étudiante, comment ça se passe? En termes d'entraînement civil ou... Oui. Ben, dans le fond, c'est du 2 fois semaine. Lundi, mercredi soir. Là, dans le fond, c'est 1h30 d'entraînement, soit de 8 à 9h30. Puis présentement, on a justement une kinésiologue qui nous suit depuis 1 an et demi. Puis c'est ça, dans le fond, on travaille 1 heure avec elle par semaine en conditionnement physique. Puis c'est ça, elle travaille dans le fond vers la progression en tant qu'athlète d'handball. Là. Donc c'est vraiment des entraînements spécifiques au handball. Là. Et qu'est-ce que tu penses justement au niveau de ces entraînements spécifiques-là? Qu'est-ce qui est à rechercher comme athlète au niveau du handball? Je dirais le saut. Ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment travailler. C'est sûr que c'est quand même relativement difficile d'avoir un matériel pour tout le monde quand on est une équipe de comme 14, avoir de l'équipement pour travailler les sauts en suspension. C'est surtout au niveau de puissance, je dirais, des jambes puis du tir. Donc, peut-être travailler avec une résistance au niveau des bras, puis ça, on le fait. Donc, ça, c'est ce que je dirais pour un joueur d'handball qui serait bien. C'est sûr, le cardio, évidemment, là, comme un petit peu tous les sports, mais principalement puissance. Ouais. Donc, ce serait la puissance et le cardio qui seraient les éléments physiques les plus importants au niveau de ton sport? Oui. Est-ce que, donc tu dirais, tu parlais civil, il y a d'autres périodes d'entraînement que tu prévois aussi dans ta semaine? Bien, dans le fond, c'est sûr d'aller au gym, ça c'est sûr. On a un programme spécifique en tant qu'équipe nationale. Dans le fond, tous les joueurs, on a un kinésiologue qui nous suit, qui nous donne un programme d'entraînement qu'on doit faire en salle d'entraînement. Puis ça, c'est environ sur 1 mois et demi, puis on le change pour une progression. Ça dépend aussi des tournois selon les dates. Mais ouais, dans le fond, c'est environ du 4 fois semaine facile d'entraînement. Là. Ça, avec en même temps les études, le travail. Oui. Okay. Donc, tu gères à peu près combien d'heures d'entraînement, d'heures d'études, d'heures de travail? Peut-être un bon 65 heures. Okay. Donc, c'est comme un emploi à temps plein. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu dirais peut-être que tu as gagné justement avec tu parlais des kins qui vous entouraient. Est-ce que l'encadrement au niveau de l'équipe nationale est différent que l'encadrement au niveau civil? C'est sûr qu'il y a un meilleur encadrement. Peut-être, on n'a pas eu ça depuis plusieurs années, je dirais, c'est quand même récent. Peut-être que vu qu'on s'enligne vers du plus haut niveau, puis qu'ils ont une équipe qualifiés pour justement aller aux Jeux Pan-Am. Ils ont peut-être favorisé justement les phases d'entraînement. Mais sinon, c'est sûr que quand on parle d'un camp d'entraînement de 4 à 5 jours, même durant Noël, c'était du 5 jours semaine. Puis c'était musculation, cardio, muscu avec des professionnels, dans le fond. C'est sûr que c'était dur physiquement, comparativement à un entraînement civil qu'à ce moment-là, on fait peut-être plus jouer. On veut pas que les joueurs s'en aillent, on veut qu'ils s'attachent justement au handball vu que c'est pas connu. Donc à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de préparation physique, pardon. C'est vraiment focus sur handball, puis on joue au handball. Au niveau de la préparation physique, la réhabilitation, les blessures, j'imagine ça aussi, la fatigue peut amener ces changements d'habitude au niveau de l'horaire de sommeil. C'est sûr que côté sommeil, c'est très, très important, d'autant plus chez les jeunes athlètes. L'énergie vient beaucoup jouer sur les performances, mais aussi au niveau des blessures. On entend souvent parler d'un 7 à 8 heures de sommeil, ce qui est à peu près l'idéal. Ça va varier d'une personne à l'autre, d'un sport à l'autre aussi, ça peut avoir un impact. Ce qu'il faut savoir, c'est que pas assez de sommeil peut créer un risque plus élevé de blessure, mais trop de sommeil aussi peut avoir un impact. Okay. À ce moment-là, on parle plus au niveau d'éveil. Au sport, il faut être alerte, il faut être prêt à réagir. Il peut arriver plusieurs choses sur un terrain. Effectivement, là, que ce soit trop ou pas assez, c'est pas mieux non plus. Il faut trouver un peu l'idéal selon la personne, selon l'athlète, selon aussi les besoins alimentaires. Là, ça peut avoir un impact par rapport à ça. Le défi en préparation physique, je dirais que c'est de vraiment maintenir la condition physique à travers le voyagement et aussi de trouver des endroits et des moments pour faire la préparation physique telle qu'elle aurait été faite ici au Québec. Donc, souvent, il faut trouver des petits trucs pour mettre dans les valises, des élastiques, des cordes à danser, des petites choses qui prennent pas de place. Puis
souvent, on appelle ça des programmes de préparation physique de chambre d'hôtel. Les athlètes doivent les faire dans les chambres d'hôtel ou à l'extérieur parce que sur les lieux d'entraînement, c'est pas toujours accessible d'avoir une salle de musculation, par exemple, ou d'avoir à disponibilité un gymnase. Donc, ça aussi, c'est tout un défi. Puis les athlètes doivent apprendre à gérer ça, là. apprendre à gérer puis ce que ça peut avoir comme impact. Oui. OK. Alors, Catherine, tu parlais justement de compétition à l'international. J'imagine avec le décalage horaire, les exigences peuvent être au niveau des repas, au niveau de la diète. Ça peut être un petit peu plus compliqué à gérer pour toi. Bien, c'est sûr que quand on parle de le fin fond de l'Europe et que c'est un décalage de 6 heures, c'est difficile. Je dirais que peut-être le plus difficile, c'est pas nécessairement l'alimentation, peut-être plus le sommeil à ce moment-là, de s'ajuster. Peut-être même pour plusieurs personnes, ça peut être difficile. Ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on se prépare au Canada. Okay. On se couche 6 heures, bien, peut-être pas 6 heures, mais au moins 2 heures par jour de plus. Donc, dans le fond, on essaie de se décaler avant d'arriver pour arriver qu'on soit juste avec l'heure, mettons, de la France. Là. Okay. Donc, puis est-ce que tu as déjà eu, déjà eu des difficultés ou comment ajuster ta diète par rapport à des fois, on ne retrouve pas nécessairement la même cuisine, les mêmes aliments une fois qu'on traverse de l'autre côté? Est-ce que tu as déjà connu ces difficultés-là? Oui, c'est sûr. Dans le fond, ce qui est difficile quand on part à l'international, c'est surtout les aliments qui sont faits avec de l'eau. L'eau, c'est la difficulté, ce qui nous rend malades habituellement. C'est pas la même eau qu'au Canada. Dans le fond, tout ce qui touche à l'eau, qui trempe dans l'eau, que ce soit un fruit, un légume, même les breuvages, on peut pas prendre ça. Donc, on essaie d'y aller avec des aliments qui ont, bien, pour nous, aucune contamination en tant que telle. Je dirais même que boire de l'eau, c'est difficile. Il faut aller à l'épicerie, toujours s'acheter une bouteille d'eau d'autres sources, dans le fond, pour justement faire comme des précautions à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'au niveau de l'encadrement, vous avez, je parlais de Kin, est-ce que vous avez des nutritionnistes qui vont vous aider aussi? Non, pas pour l'international, non. Donc, est-ce que tu aurais une question peut-être à un de nos experts qui est en studio au niveau de la nutrition en lien avec ces réalités-là que tu nous as parlé? Oui, bien dans le fond, je pense que ça serait intéressant de savoir pour un joueur d'handball, ça serait quoi une bonne nutrition, soit mettons un laps de temps ou durant un tournoi, qu'est-ce qu'un joueur d'handball devrait manger en termes d'énergie, même pour le repos, soit avant de se coucher ou après un entraînement, ça serait important peut-être à ce niveau-là, oui. Parfait, donc on va relancer la question à nos experts en studio. Super. Donc, un autre élément que j'aimerais discuter avec vous, c'est par rapport au voyagement. Souvent, les athlètes, un sport comme le handball, où c'est beaucoup plus populaire au niveau de l'Europe, les athlètes doivent voyager pour leur compétition, pour leur camp d'entraînement. Donc, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans chacune de vos sphères au niveau de la préparation, au niveau de la nutrition? J'imagine que ça a un impact quelconque. Oui. Bien, souvent, quand on parle de voyagement, on change les habitudes alimentaires, on peut changer les aliments aussi si on change de pays, comme en handball, s'ils vont en Europe. Donc, déjà en partant, il faut que les jeunes qui pratiquent leur sport connaissent les aliments qu'ils sont capables de bien digérer. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, souvent, avec les jeunes, je fais des trousses alimentaires, donc les aliments qu'ils peuvent prendre. Et aussi, au niveau des timings pour le bout du repas, parce qu'on se rend compte que des fois, si on va en Europe, on a 6 heures de décalage. Donc, il faut apprendre aux jeunes à manger plus en bloc, donc bloc 1, 2, 3, pour savoir quand le moment qu'ils doivent manger. Donc, de prendre tout de suite l'horaire du pays qu'ils visitent. Donc, ça, on pourrait déjeuner à l'heure d'un repas, de souper ici, oui, simplement pour s'adapter. Et on commence déjà avant de partir. Et dans l'avion aussi. Donc, ça aussi, avec les athlètes, on dit non, c'est important. Donc, dès que c'est l'heure, timez déjà votre montre à l'heure de l'Europe, puis on mange. Catherine, en 12 ans d'athlète en handball, j'imagine qu'on rencontre certaines difficultés, que ce soit des blessures. Est-ce que tu as eu des blessures importantes ou même des interventions au cours de ta carrière? Oui, justement. Bien, sur 12 ans, il faut croire que j'ai été quand même chanceuse. Ça a commencé, j'avais 19 ans, puis j'ai 20 ans. Donc, ça fait peut-être 1 an et demi. Auparavant, j'aurais dit peut-être des entorses aux chevilles, mais rien de nécessairement trop sévère, là, que je peux vraiment considérer ça comme une blessure vraiment importante. Dans le fond, j'ai eu mes 2 genoux la même année. Ça a été 9 mois de traitement en physiothérapie. Sur le moment, ça allait, mais encore là, aujourd'hui, c'est difficile. Puis le diagnostic n'est pas concret, donc c'est récidif. Là. Ça revient. C'est ce qui est, dans le fond, un des avantages, parce qu'au handball, on saute.
Puis surtout les impacts, ça fait quand même une grosse différence. Sinon, présentement, c'est mon épaule gauche. Je l'ai disloquée, ça fait environ 2 semaines. Est-ce que tu es gauchère? Non, je suis droitière, heureusement. Mais l'année passée, je me suis blessée à l'épaule droite. Donc là, je suis en compensation là, entre les 2 épaules. Mais sinon, c'est sûr que je vais en physiothérapie. C'est important aussi quand on est un athlète de haut niveau de maintenir notre corps, dans le fond. D'avoir ce support-là, d'avoir cette préparation-là. J'imagine, comment tu parles, les genoux, les chevilles, les épaules, c'est les articulations qui sont les plus sollicitées dans ton sport. Oui, exactement. Les épaules, surtout, là, je dirais, on peut lancer 75 fois, si c'est pas plus, dans une game, même en entraînement. J'ose même pas croire durant toute ma vie comment que j'ai pu le lancer. Mais ouais, au niveau des épaules puis des genoux et les chevilles. Donc, un 9 mois en arrêt, avec des difficultés, avec un diagnostic qui n'est pas établi, clair. Comment est-ce qu'on garde notre motivation? Comment on reste accroché? Comment on revient à l'entraînement à travers ces difficultés-là? Comment est-ce qu'on trouve à nourrir cette passion-là que tu nous parles? Bien, moi, je dirais que c'est peut-être que c'est l'habitude. Dans le fond, on en voit des blessures. Il y a aussi beaucoup de commotions. Là, je ne l'ai pas mentionné, mais commotion cérébrale, il y en a relativement. Sinon, je dirais que c'est tellement fréquent, des entorses, des problèmes de genoux, qu'on se dit, bon, bien, ça fait partie du joueur d'handball. Ça fait partie de la vie de pas du métier, mais... D'un sportif. Oui, exactement, d'un sportif au niveau du handball. Fait que d'après moi, la motivation vient pas mal de là, parce que s'il n'y en aurait pas, à ce moment-là, on se dirait, ben, tu sais, c'est pas normal. Mais la majorité des joueurs d'handball ont certains problèmes, surtout rendus au niveau que je suis. Puis au niveau épaules, genoux, cheville, là, c'est courant, là. La sollicitation est tellement importante, les impacts sont tellement importants quand quelque part, c'est comme tu dis, ça fait partie du métier, ça fait partie de la game, que de traiter ou de traîner certaines blessures. Au niveau là, de tes prochains objectifs, de tes prochains plateaux, niveaux à atteindre, à réaliser, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Dans le fond, moi, mon plus gros objectif, mon plus grand rêve d'athlète, je suis pas originale, je suis comme tous les athlètes, mais c'est d'aller aux Jeux olympiques. Puis, dans le fond, de faire partie de la sélection senior. J'ai essayé en mois de mars, je suis allée en Norvège, j'ai fait le camp d'entraînement pour faire partie de l'équipe senior. J'ai été coupée. J'ai 20 ans, je me laisse la chance. Je veux dire, la majorité des joueuses étaient plus âgées. Il y a certaines exceptions, c'est sûr. Mais sinon, je me laisse encore la chance d'être sélectionnée sur l'équipe senior, éventuellement faire les Jeux Paname, puis se qualifier pour le grand rêve. Donc, on a Catherine qui revient d'une blessure d'un 9 mois de manque d'activité pour blessure aux genoux, blessure aux épaules. Mais dans cette discussion, elle nous dit que ça fait partie de la game. C'est comme faut accepter. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que ça fait partie de la game? Ou est-ce qu'il y a moyen de par une meilleure préparation, de par un meilleur traitement, d'éviter d'avoir ces blessures? Comment vous voyez cette perspective-là? Peut-être au niveau... Oui, c'est sûr que côté blessure, avoir des blessures, oui, c'est normal dans le sport. On peut pas faire un sport en espérant ne jamais se blesser. Surtout rendu à un niveau compétitif, là, on s'entend qu'on joue un peu plus rough, si on veut, sur le terrain. Quand on parle d'épaule, de genoux, de cheville, c'est normal d'avoir des blessures jusqu'à un certain point. Il y a des manières de les prévenir. On peut prévenir une majeure partie des blessures, soit à des bons échauffements, des entraînements spécifiques par rapport à contrôle moteur. C'est des choses un peu plus précises qu'on va travailler selon le sport aussi. Ça va varier beaucoup. Est-ce que ça fait partie de la game? Oui, malheureusement, ça fait partie de la game. Chaque équipe va avoir ses blessés. À ce moment-là, c'est de gérer un peu aussi avec les coachs, savoir est-ce que je rembarque le joueur, est-ce que j'attends un peu être sûr qu'il guérisse bien. Ça va dépendre aussi du moment de la compétition. Est-ce qu'on est en finale? Est-ce qu'on prend le risque de pousser un peu plus loin? Ou on est des premiers matchs préparatoires, il est blessé, on pense aller plus loin, on va attendre un peu, ça vient jouer beaucoup, puis c'est là qu'on va vraiment gérer avec les coachs, les entraîneurs physiques. Côté nutrition aussi, il y a des impacts par rapport à ça, mais oui, ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game, puis je pense qu'au niveau, est-ce que chaque sport peut avoir son type de blessure oui, aussi? c'est sûr. Parce que je pense que il y a l'impact ou il y a l'accident qui cause la blessure, mais simplement la répétition du mouvement. Catherine nous dit, je ne sais pas combien de ballons je lance dans un entraînement. Donc, est-ce que, à force de répéter, tout simplement, c'est comme une surutilisation qui ne peut pas nécessairement être
Je pense qu'on peut en prévenir une bonne partie par une préparation physique adéquate, équilibrée et aussi suffisante, parce que souvent, les athlètes n'accordent pas autant d'importance qu'il faudrait à la préparation physique, la préparation du corps à l'entraînement et à la compétition. Donc, il faut vraiment s'assurer de faire vraiment de la place à la préparation physique dans un volume assez important comparativement au volume d'entraînement technique. Donc, il y a des exercices de renforcement spécifiques qu'on peut faire qui vont vraiment avoir un impact majeur, mais qui doivent être faits de façon très assidue, disciplinée. Puis encore là, c'est une commande de plus qu'on demande à l'athlète, mais je pense que ça peut faire toute la différence d'y investir du temps. Au long terme. Au court terme, au moyen terme, long terme, Ouais. là, vraiment. C'est assez rapide, les impacts ça, de ces exercices-là. Donc, il y a ce point-là, c'est de dire, est-ce qu'on peut pas éliminer un peu l'entraînement technique du sport, puis préparer son corps, préparer son... Bien, je dirais peut-être pas physiquement. éliminer, mais bien équilibrer, balancer, puis optimiser aussi le temps qui est passé OK. en gymnase, en entraînement. Souvent, il y a des petites choses simples qu'on peut intégrer. Donc, c'est de s'assurer de prendre tout le temps qu'on a pour bien être balancé efficace. dans cette Ouais. disposition de temps-là. Exact. J'imagine qu'au niveau de la... Souvent, on pense simplement au niveau... La nutrition. Oui, mais la nutrition a un impact Extrêmement important. Puis le moment de le prendre après, comme on dit tout le temps aux athlètes, de manger des protéines 0 à 30 minutes pour la récupération le plus vite possible. Donc ça, on insiste beaucoup parce qu'on se rend compte que moi, j'ai plusieurs athlètes que c'est ça, l'alimentation. La récupération est un élément majeur. Donc les glucides, les protéines après l'entraînement. Donc comme on a le fameux lait au chocolat, mais ça peut être le yogourt grec, le lait de soya. Donc d'avoir un élément de source de protéines et glucides et on voit que ça améliore. Donc les risques de blessures sont moins grands parce qu'on est venu récupérer et réparer le muscle plus rapidement. Donc, vraiment, dans cette dynamique-là, il faut en quelque sorte avoir un partage ou du moins un équilibre dans la préparation physique, le traitement et la nutrition. Oui. Parfait. Tout à fait. Et toujours sur la scène sportive, le Canada et Brendan Gaulin sont maintenant qualifiés pour les prochains Jeux paralympiques de Rio en goalball. Le goalball est un style de soccer pour aveugles. La sélection canadienne a été confirmée lors des Jeux parapanaméricains du mois d'août. Une large part des succès canadiens revient à Gaulin, qui a terminé au sommet des pointeurs de la formation canadienne. Pour les prédateurs de la Ligue nord-américaine de hockey, les 2 premiers matchs hors concours ont été difficiles avec des défaites de 7-0 et 5-3 face aux River Kings de Cornwall. Félicitations à Félix Dumoulin et Vida Sieux qui se sont tous deux retrouvés sur le podium en tennis de table lors des championnats nationaux. Vida et Félix ont pris le 2e rang par équipe, tandis que Félix remportait l'argent en double. Voilà pour les nouvelles du sport. Alors, je vous remercie tous les trois d'avoir été là pour notre première émission. Je suis très content que vous partagiez l'émission avec moi. Je pense qu'on a beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments à transmettre à nos jeunes athlètes lavallois. On a pris justement la peine de regarder avec Catherine différents aspects par rapport à ça. La préparation physique, les blessures, comme quoi ça fait partie de son sport, et de voir un peu comment l'équilibre de la préparation physique, la réhabilitation ou des traitements des blessures, puis que la nutrition a un impact, peut avoir un impact sur la performance, et comment cet impact-là, au niveau de la performance, peut en quelque sorte contribuer au plaisir qu'un jeune peut avoir. Donc, c'est vraiment d'être conscient que ces différents éléments-là vont avoir un impact à long terme sur la progression, sur le développement du jeune, sur sa passion pour son sport. Donc, je vous remercie. Je vous remercie aussi d'avoir été présent. Alors, dans la dynamique où ça va être ce format-là qu'on aura pour toute la saison. Si vous avez des questions à poser à nos experts, n'hésitez pas à consulter notre site Internet, le compte Twitter à Sport 9 Laval. Ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. D'ici là, je vous dis bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine.